À 4 heures du matin, tout s'arrête près des Canaries. 57 camions, dissimulés sous des sacs d'aide humanitaire, laissent apparaître des fusils d'assaut, des missiles antiaériens, des explosifs et des équipements de communication, comme si la nuit portait déjà la preuve d'une violence planifiée. Qu'est-ce que cela change pour vous quand Ibrahim Traoré choisit d'exposer ses armes au grand jour plutôt que de les enfouir dans le secret des rapports classifiés? Derrière les chiffres, l'avenir politique, sécuritaire et économique du Burkina Faso vacille aujourd'hui, et chaque décision prise peut refermer ou rouvrir la porte d'une guerre programmée. Ce récit ne se limite pas à une saisie spectaculaire. Il cherche à expliquer pourquoi l'épisode engage, d'un seul bloc, la sécurité quotidienne, la solidité des institutions et la trajectoire économique d'un pays déjà sous pression. Comprendre l'affaire, c'est lire la stabilité avant qu'elle cède ici. Derrière l'image des camions arrêtés, l'enjeu devient concret. Si un dispositif aussi lourd a pu être assemblé et déplacé, c'est qu'il existe des fragilités, mais aussi des marges de réaction. L'intérêt pour le public se mesure en effets immédiats. La peur d'un basculement, la question des complicités et la capacité de l'État à reprendre l'initiative avant que d'autres récits ne s'imposent. La suite suivra une logique simple, sans extrapoler. Ce qui a été découvert, ce que les chiffres suggèrent et ce que l'exposition publique change dans le rapport de force. Un détail, dans les premières minutes, reconfigure toute la lecture. En moins de 48 heures, un chiffre fait basculer la lecture entière du dossier, près de 700 millions de dollars. Cette estimation ne décrit pas seulement la valeur d'un arsenal saisi, elle révèle l'écart entre ce qui a été stoppé et ce qui était encore en mouvement. Dès ce moment, l'hypothèse d'une contrebande ordinaire cesse de tenir. La cargaison interceptée apparaît comme une fraction visible d'un dispositif pensé pour durer. Pour comprendre, il faut revenir au point de départ. Près des Canaries, les forces burkinabées arrêtent 57 camions circulant de nuit, phares éteints, sous couverture humanitaire. L'inventaire initial montre déjà une diversité inhabituelle. Fusils d'assaut, munitions en masse, missiles antiaériens, explosifs, équipements de communication. Pris séparément, chaque élément pourrait s'inscrire dans des circuits connus du Sahel. Mis côte à côte, ils dessinent une architecture cohérente, incompatible avec une initiative opportuniste. Le contexte régional renforce cette lecture. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso subit une pression sécuritaire constante, marquée par la circulation d'armes issues de conflits extérieurs et par des routes logistiques complexes. Ce qui distingue cette affaire, ce n'est pas l'existence de ces flux, mais leur synchronisation. Les premières analyses relient les numéros de série partiels à des zones de guerre actives de la Libye au Yémen, en passant par des circuits industriels d'Europe de l'Est. La répétition de ces correspondances suggère une orchestration, non une accumulation accidentelle. C'est ici que l'intervention d'Ibrahim Traoré modifie le cadre. En rendant publics les chiffres clés et en convoquant rapidement le Conseil national de sécurité, il transforme un dossier technique en enjeu national. La transparence agit comme un accélérateur d'analyse. Elle ferme l'espace aux rumeurs et force les acteurs à se positionner sur des faits vérifiables. Dans un environnement où l'information circule vite, ce choix réduit la capacité des réseaux impliqués à se dissoudre dans l'ambiguïté. La révélation n'est donc pas seulement quantitative, elle est stratégique. Elle montre qu'au-delà des camions stoppés, un seuil critique était proche d'être franchi, et que l'interception n'a pas interrompu un incident isolé, mais un calendrier plus large. La question suspendue devient alors inévitable. Si ce premier maillon avait cédé, jusqu'où le dispositif aurait-il pu aller? Au cœur de cette séquence, un nom permet de comprendre comment l'engrenage a réellement commencé. Le capitaine Moussa Kaboré. Lors d'une patrouille nocturne près des Canaries, il remarque un convoi anormal, avançant sans phare, comme s'il cherchait à effacer toute trace. Ce détail, apparemment banal, déclenche une alerte immédiate et rompt la routine d'un contrôle ordinaire. Autour de lui, les premières heures sont marquées par une mobilisation discrète mais intense. Des agents du renseignement, des techniciens balistiques et des officiers de terrain se relayent pour sécuriser la zone, interroger les chauffeurs et inventorier le matériel. Le temps est compté, car chaque minute gagnée limite le risque de fuite d'informations ou de repli du réseau. Dans cette phase initiale, un indice isolé peut devenir un pivot, capable de réorienter toute l'enquête. Les impacts précoces apparaissent rapidement au sein des institutions. Des services longtemps cloisonnés commencent à travailler en coordination, partageant des données en temps réel. Cette efficacité nouvelle révèle aussi des fragilités.
Des failles dans la surveillance frontalière et des soupçons de complicité locale émergent en filigrane. Pour Ibrahim Traoré, ces signaux confirment que l'affaire dépasse largement un incident isolé. Le message implicite est clair. Une décision individuelle, prise au bon moment, peut empêcher un basculement collectif. Sans cette alerte initiale, l'engrenage aurait pu se refermer avant même d'être visible. Tout commence par une activation brutale. Dans la nuit du 16 août, près des Canaries, les forces burkinabées stoppent les 57 camions dissimulant des armes sous des sacs d'aide humanitaire. L'ordre est immédiat. Sécuriser la zone, isoler les chauffeurs, empêcher toute fuite d'informations. Les gestes menés sont simples et rapides. Les armes sont comptabilisées, photographiées, mises sous scellé. Les communications remontent vers Ouagadougou par des canaux sécurisés. À ce stade, l'objectif n'est pas encore politique. Il est opérationnel. Éviter l'effet domino qui permettrait au réseau de se replier, d'effacer des traces ou de déplacer d'autres cargaisons en parallèle. Dès le deuxième jour, le moment décisif survient. Les inventaires détaillés révèlent l'ampleur de l'arsenal. Des dizaines de milliers de fusils d'assaut, des millions de cartouches, des missiles anti-aériens et des explosifs. La première estimation financière, proche de 700 millions de dollars, agit comme un électrochoc institutionnel. Ce volume exclut l'hypothèse d'une contrebande opportuniste. À ce moment précis, Ibrahim Traoré convoque le Conseil national de sécurité. Autour de la table, militaires et ministres comprennent que le dossier touche à la souveraineté même de l'État. La qualification change. Ce qui était une interception frontalière devient une affaire nationale, avec des implications politiques, sécuritaires et diplomatiques immédiates. Sous cette pression, l'enquête s'élargit et se structure en parallèle. Des cellules spécialisées sont activées simultanément. Traçage financier, cartographie logistique, interrogatoire ciblés. Les routes empruntées par les camions sont comparées à d'autres flux suspects observés les mois précédents. Les premiers recoupements montrent une cohérence troublante entre les armes, les financements et certains intermédiaires. Puis survient un point de bascule supplémentaire. Un suspect rompt le silence et évoque l'existence d'entrepôts prêts à recevoir la cargaison, notamment à Ouagadougou. Cette révélation transforme l'enquête en opération coordonnée à l'échelle nationale. La résonance se déclenche au cinquième jour. À l'aube, des perquisitions simultanées sont lancées dans la capitale. En quelques heures, plusieurs caches sont découvertes contenant des armes supplémentaires et des équipements de communication militaire. Les documents saisis évoquent des sociétés écrans, des relais financiers et des contacts à l'étranger. L'affaire sort définitivement du cercle des spécialistes pour entrer dans l'espace public. Les informations circulent, les interprétations se multiplient et le risque de récits concurrents augmente. C'est ici que Ibrahim Traoré assume un choix stratégique déterminant: rendre visibles les preuves et fixer le cadre du récit. En exposant les chiffres clés et les éléments matériels, il empêche que l'opération ne soit réduite à une rumeur, à une manipulation ou à une exagération. La transparence devient un levier de contrôle du tempo. Elle oblige les observateurs, internes comme externes, à se positionner face à des faits établis, plutôt que face à des suppositions. La chaîne des événements révèle une dynamique simple. Chaque étape, de l'activation initiale à la résonance publique, réduit la marge de manœuvre des acteurs hostiles. Plus le dossier avance rapidement, moins il laisse d'espace à la dilution, à la négation ou à la récupération. Sans cette succession de décisions resserrées dans le temps, le basculement aurait pu être progressif et difficile à enrayer. Ce déroulé impose une lecture claire. L'affaire n'est pas le produit d'un coup de chance isolé, mais celui d'une séquence où la vitesse, la coordination et l'exposition contrôlée ont joué un rôle central. La question suivante devient alors inévitable. Une fois le choc absorbé, que disent précisément les chiffres sur l'ampleur réelle du dispositif stoppé? Au départ, le point de référence paraît déjà lourd. 57 camions interceptés, chargés d'armes dissimulées sous une couverture humanitaire. Pris isolément, ce volume suffit à alimenter des foyers de violence localisés. L'écart apparaît lorsque les analystes comparent cette saisie aux données consolidées. La cargaison stoppée ne représente qu'une fraction d'un dispositif conçu pour fonctionner dans la durée, avec des relais et des stocks déjà positionnés. Le premier chiffre structurant est 25 000 fusils d'assaut de type AK-47. Ce nombre change immédiatement d'échelle. Il correspond à l'équipement complet de plusieurs unités armées organisées, capables d'occuper le terrain et de maintenir une pression continue.
En termes opérationnels, cela signifie qu'il ne s'agissait pas de troubles ponctuels, mais d'une capacité militaire pensée pour durer. L'explication est simple. Équiper autant d'hommes suppose une planification, des chaînes d'approvisionnement sécurisées et des financements stabilisés. Le second chiffre confirme l'intention de continuité. 13 millions de cartouches. Ce volume dépasse largement les besoins d'un affrontement bref. Chaque munition implique des flux financiers réguliers, des routes logistiques fiables et des relais capables d'assurer la cadence. Autrement dit, la violence envisagée n'était pas un choc symbolique, mais un processus soutenu. Cette donnée transforme la lecture politique du dossier. Elle indique une volonté de tenir dans le temps, non de frapper puis disparaître. Le troisième chiffre agit comme une synthèse. Près de 700 millions de dollars de valeur estimée. À ce niveau, l'opération se situe parmi les entreprises clandestines les plus coûteuses observées dans la région. Les analystes notent aussi un écart significatif entre les sommes déjà engagées et la valeur totale projetée, suggérant que les camions interceptés n'étaient qu'une étape intermédiaire dans un calendrier plus vaste. Ce montant exclut presque mécaniquement l'hypothèse d'un réseau opportuniste ou improvisé. À partir de ces données, la fausse sérénée, les équipes appliquent une méthodologie médico-légale rigoureuse. Les numéros de série, parfois volontairement altérés, sont restaurés puis comparés à des bases issues d'autres conflits. Les correspondances révèlent une stratification géographique cohérente. Des stocks provenant de zones de guerre actives, réinjectés via des hubs intermédiaires, puis redirigés vers le Sahel sous couvert humanitaire. Ce schéma exige non seulement des moyens financiers importants, mais aussi des complicités multiples et durables. L'analyse financière renforce cette lecture. Les flux observés sur plusieurs mois dessinent une architecture triangulaire entre sociétés écrans, fondations fictives et comptes dissimulés. Pris ensemble, ces chiffres ne racontent pas seulement une accumulation d'armes. Ils mesurent la précision d'un projet conçu pour franchir un seuil critique sans attirer l'attention trop tôt. La comparaison entre le visible et l'invisible impose une conclusion sobre. L'interception a interrompu un mécanisme qui approchait d'un point de non-retour. Pour Ibrahim Traoré, ces éléments quantifiés justifient la décision de rendre l'affaire publique. Les chiffres cités fixent le débat. Ils limitent en l'espace de contestation et obligent chaque acteur à se positionner face à des ordres de grandeur vérifiables. Ici, la donnée n'est pas un accessoire narratif. Elle devient un outil de souveraineté. La bascule est claire. Sans cette saisie, la capacité de nuisance aurait été sans commune mesure avec ce qui était visible au premier regard. La question suivante s'impose alors naturellement. Comment répondre aux critiques qui cherchent à relativiser la portée de ces chiffres? Deux arguments structurés reviennent le plus souvent pour relativiser la portée des révélations. Le premier avance l'hypothèse d'une mise en scène politique. Selon cette lecture, la circulation d'armes dans le Sahel est ancienne et diffuse. La présence de matériel venu de Libye, du Yémen ou d'Europe de l'Est ne prouverait donc pas à elle seule, l'existence d'un complot coordonné. Les partisans de cette thèse estiment que l'interception des camions aurait été amplifiée pour consolider l'autorité du pouvoir en place et détourner l'attention de difficultés économiques persistantes. Le second argument, plus technique, repose sur la fragmentation des cargaisons. Les réseaux de contrebande, rappellent ces analystes, fonctionnent souvent par opportunité locale, sans direction unique ni centre décisionnel stable. Dans ce cadre, la convergence de flux hétérogènes vers une même région pourrait relever d'un hasard logistique, renforcé par la porosité des frontières et par des économies de survie. Cette prudence méthodologique invite à exiger des preuves additionnelles avant de conclure à une orchestration globale. Présentés dans leur forme la plus rigoureuse, ces arguments méritent d'être examinés. Ils rappellent qu'une enquête solide doit résister à la tentation de conclusions hâtives et distinguer corrélation et causalité. Toutefois, l'examen des éléments confirmés en limite nettement la portée. Les analyses balistiques indiquent que plusieurs armes interceptées ont été reconditionnées après usage dans d'autres conflits, ce qui exclut une simple juxtaposition fortuite de stocks disparates. De plus, les documents et communications saisis montrent des liaisons répétées entre intermédiaires financiers, logisticiens et relais diplomatiques, dessinant une coordination qui dépasse l'opportunisme local. L'argument de la fragmentation se heurte aussi à la cohérence des routes et des financements.
Les flux observés sont fractionnés pour échapper au contrôle, mais réguliers et synchronisés sur plusieurs mois. Cette régularité correspond à une stratégie délibérée, non à une accumulation accidentelle. Enfin, des confirmations indépendantes, issues d'organismes régionaux, valident l'existence d'un réseau actif à l'échelle transnationale, capable de maintenir des volumes et des calendriers compatibles avec les chiffres établis. La confrontation entre critique et preuve ne fragilise donc pas le dossier, elle en éprouve la solidité. En résistant à ces objections, l'ensemble gagne en cohérence analytique. La question suivante n'est plus de savoir si le dispositif était réel, mais ce qui a définitivement fait basculer la perception publique de l'affaire. Au septième jour, le dossier change brutalement de nature lorsque Ibrahim Traoré apparaît devant la presse avec des documents que peu attendaient à ce stade. Parmi eux figure une liste complète d'un gouvernement fictif déjà rédigé par les conspirateurs, prêt à être activé. Ce détail administratif, presque banal en apparence, agit comme un révélateur décisif. L'affaire ne concerne plus seulement des armes, des flux financiers ou des routes clandestines, mais un basculement politique préparé à l'avance. Dans la salle, les journalistes découvrent des noms liés à des réseaux économiques, diplomatiques et commerciaux extérieurs. Certaines parties citées nient immédiatement toute implication, mais le cadre a déjà changé. Pour l'opinion publique, la menace cesse d'être abstraite. Elle prend la forme concrète d'un pouvoir alternatif conçu sans consentement national, avec des structures pensées pour fonctionner dès le premier jour. Ce moment opère un déplacement net de la lecture. Jusqu'ici, l'enquête décrivait une mécanique de déstabilisation possible. Désormais, elle expose une intention formalisée, documentée, presque opérationnelle. La révélation agit comme un levier social. Les débats quittent les cercles spécialisés pour investir l'espace public, des médias aux discussions de quartier. Pour les autorités, ce point médian impose une nouvelle responsabilité. Ne plus seulement démontrer l'existence d'un danger, mais en mesurer les conséquences concrètes si le seuil avait été franchi. La question devient alors centrale. Qu'aurait produit ce pouvoir parallèle s'il avait été activé? Les effets de l'affaire se déploient d'abord au niveau de l'État. La saisie des camions et les révélations successives entraînent une réorganisation immédiate des priorités sécuritaires. Les frontières sont renforcées, des unités sont redéployées et des services longtemps cloisonnés adoptent des circuits de coordination plus rapides. Cette dynamique réduit certains angles morts et permet de neutraliser des filières dormantes identifiées dans le sillage de l'enquête. Pour les institutions, l'épisode agit comme un test de résistance. Il expose des failles anciennes, mais démontre aussi une capacité nouvelle à réagir de manière concertée. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la transparence devient un outil de cohésion interne, autant qu'un signal politique adressé à l'extérieur. Sur le plan économique, l'impact est plus ambivalent. À court terme, l'exposition publique du dossier crée de l'incertitude. Les échanges commerciaux ralentissent, certaines décisions d'investissement sont suspendues, et la nervosité gagne les acteurs locaux. La perception du risque augmente, notamment dans les secteurs dépendants de corridors régionaux instables. Toutefois, cette phase est suivie d'un réalignement progressif. De nouveaux partenaires proposent des coopérations alternatives, en particulier dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et des infrastructures. L'économie n'échappe pas aux secousses, mais elle découvre des marges de diversification qui étaient peu explorées auparavant. Pour la population, les conséquences sont diffuses mais profondes. Dans les villes comme dans les zones rurales, l'affaire est perçue comme la preuve qu'un basculement violent a été évité de justesse. Les discussions se multiplient dans les écoles, les marchés et les médias communautaires. L'événement nourrit un sentiment de vigilance collective et renforce l'idée que la souveraineté n'est pas abstraite, mais liée à des décisions concrètes prises dans des délais très courts. Les forces de sécurité, longtemps critiquées, bénéficient d'une reconnaissance accrue, tandis que les citoyens s'approprient le récit comme un moment charnière de l'histoire récente. À l'échelle régionale, l'effet de propagation est immédiat. Les pays voisins renforcent à leur tour la surveillance de leurs corridors commerciaux et échangent davantage d'informations. Plusieurs réseaux de contrebande sont démantelés grâce aux données partagées. Dans les instances africaines, le cas du Burkina Faso est cité comme un précédent illustrant la capacité d'un État à interrompre une mécanique de déstabilisation transnationale. Cette évolution reconfigure certains équilibres diplomatiques et accentue les lignes de fracture entre modèles de sécurité concurrents. Pris ensemble,
Ces 4 niveaux montrent que l'affaire dépasse largement l'interception initiale. Elle redéfinit les rapports entre institutions, économie, société et région. La question centrale devient alors évidente. Comment transformer ce choc en stabilité durable sans perdre l'élan créé par la crise? À partir des éléments établis et des réactions observées après l'opération, 3 trajectoires cohérentes se dessinent pour les mois à venir. Elles ne fixent mais pas de probabilité. Elles offrent des cadres de lecture pour comprendre comment les décisions collectives peuvent orienter l'évolution du pays au-delà des déclarations immédiates. Dans un scénario de continuité, le Burkina Faso consolide progressivement sa position. Ses procédures judiciaires avancent à un rythme maîtrisé, appuyées par les documents saisis et par des chaînes de preuves désormais structurées. Les dispositifs de sécurisation des frontières se stabilisent, réduisant les infiltrations armées sans transformation institutionnelle majeure. Sur le plan diplomatique, le pays obtient un soutien régional prudent mais régulier, suffisant pour maintenir sa légitimité dans les instances africaines. L'économie, après une phase d'ajustement, retrouve un point d'équilibre fragile marqué par la prudence des investisseurs et par une croissance modérée. Dans un scénario plus favorable, la crise devient un levier de transformation. Les autorités parviennent à convertir l'élan sécuritaire en réformes visibles, notamment dans la coordination des services, la traçabilité financière et la coopération régionale. De nouveaux mécanismes communs de surveillance émergent avec les pays voisins, réduisant durablement l'espace de manœuvre des réseaux transnationaux. Sur le plan intérieur, la transparence assumée renforce la confiance civique et facilite des arbitrages économiques plus ambitieux. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le récit collectif s'ancre dans l'idée qu'une menace évitée peut produire des effets structurants à long terme. Un scénario défavorable ne peut toutefois être exclu. Comme les pressions géopolitiques s'intensifient, certaines puissances réagissent par des sanctions indirectes ou par des campagnes de désinformation. L'économie subit de nouvelles tensions et la cohésion intérieure est mise à l'épreuve par la fatigue sociale et l'incertitude prolongée. Des tentatives de déstabilisation réapparaissent via d'autres réseaux, cherchant à exploiter les failles restantes. Même dans ce cas, le précédent créé par l'opération limite partiellement les marges d'action des acteurs hostiles. Face à ces 3 trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Observer moins les discours que les enchaînements concrets de décisions. C'est dans ces choix successifs que se jouera la capacité à transformer une crise évitée en orientation stratégique durable. Au-delà des institutions, l'affaire touche concrètement plusieurs groupes de citoyens. Pour les familles urbaines, l'interception des camions cesse d'être un fait lointain. Elle devient la démonstration tangible qu'un basculement violent a été évité de justesse. Dans les quartiers, les marchés et les transports, les discussions s'organisent autour d'un même constat. La sécurité quotidienne dépend aussi de décisions prises loin des regards, mais dans des délais très courts. Cette prise de conscience nourrit une vigilance nouvelle face aux rumeurs et aux récits simplificateurs. Pour les jeunes, l'épisode agit comme un déclencheur symbolique. Dans les lycées et les universités, il alimente des débats sur la souveraineté, la responsabilité civique et la place des générations futures. Des initiatives locales émergent, cercles de discussion, radios communautaires, projets éducatifs visant à expliquer les enjeux sécuritaires sans dramatisation. L'événement n'est plus seulement perçu comme une opération militaire, mais comme un appel à comprendre les mécanismes qui fragilisent ou protègent un État. Les anciens militaires et agences de sécurité vivent de l'affaire différemment. Beaucoup y voient une reconnaissance implicite de leur rôle, après des années marquées par des moyens limités et des critiques persistantes. La conduite assumée de l'opération, puis l'exposition des preuves, réactivent l'idée qu'un appareil d'État peut fonctionner de manière coordonnée lorsqu'il dispose d'un cadre clair. Cette lecture renforce le moral et la confiance interne, sans effacer les défis structurels. Enfin, pour les communautés rurales, souvent éloignées des centres de décision, l'affaire rappelle que la stabilité nationale dépend aussi de gestes quotidiens. La surveillance des axes, le partage d'informations et la coopération avec les forces locales apparaissent comme des contributions concrètes à la sécurité collective. À travers ces regards croisés, un effet les communs se dessine. L'événement redéfinit la relation entre l'État et ses citoyens en plaçant la vigilance partagée au cœur du contrat social. Pour transformer une interception réussie en stabilité durable, les autorités burkinabées structurent une feuille de route en plusieurs étapes, chacune définissant clairement qui agit, quand et comment mesurer les résultats.
La première priorité concerne la sécurisation des frontières. L'armée coordonne des unités mobiles appuyées par une surveillance technique renforcée, tandis que les douanes exécutent des contrôles ciblés. Les communautés locales participent par le signalement d'anomalies. Le critère de suivi est simple, la baisse mesurable des infiltrations armées et le temps de traitement des alertes. La deuxième étape porte sur la gestion du matériel saisi. Une partie des armes est détruite de manière contrôlée, l'autre est réaffectée à des usages institutionnels strictement encadrés. Ce processus est observé par des instances de contrôle afin d'assurer la traçabilité. L'indicateur clé repose sur la transparence des inventaires et la publication régulière de rapports vérifiables. Vient ensuite la traçabilité financière. Les fonds récupérés et les avoirs gelés sont centralisés puis réaffectés à des secteurs prioritaires comme l'éducation et la santé. Un mécanisme public de suivi permet aux citoyens de consulter l'affectation des ressources. Le succès se mesure à la régularité des mises à jour et à la lisibilité budgétaire. La consolidation diplomatique constitue la quatrième étape. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso privilégie des partenariats régionaux fondés sur la coopération sécuritaire et la réciprocité, plutôt que sur des dépendances asymétriques. La continuité des alliances et la coordination dans les instances africaines servent de baromètre. Enfin, la communication publique doit rester stable et rapide. Informer avant que les rumeurs ne s'installent devient une règle opérationnelle. Des bulletins réguliers, factuels et mesurables permettent de maintenir la confiance. Cette feuille de route traduit une idée centrale. Sans suivi précis, une crise évitée peut perdre sa portée stratégique. La question suivante est alors décisive. Comment inscrire cette dynamique dans une mémoire collective durable? Un an plus tard, le fil discret qui relie toute l'affaire réapparaît là où tout a commencé. Une patrouille nocturne, des phares éteints et l'intuition du capitaine Musa Kaboré. Ce geste initial, presque banal en apparence, est devenu le point d'ancrage d'un récit collectif. Il rappelle qu'une décision prise dans l'ombre peut infléchir le destin d'un pays entier, bien avant que les chiffres et les discours n'occupent l'espace public. Autour de cette scène fondatrice, un sens partagé s'est progressivement construit. Dans les écoles, les images des armes neutralisées circulent comme des symboles de transformation. Chez les anciens militaires, l'épisode résonne comme une forme de reconnaissance tardive. Pour les jeunes, il agit comme un appel à la vigilance et à l'engagement civique. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un arsenal stoppé, mais celle d'une responsabilité assumée à plusieurs niveaux. Dans ses prises de parole, Ibrahim Traoré revient souvent à ce moment précis pour souligner une idée constante. La souveraineté ne naît pas de déclarations abstraites, mais d'actes concrets posés au bon moment. En exposant les preuves et en assumant le récit, il a inscrit l'événement dans une mémoire collective qui dépasse largement le cadre sécuritaire. Une phrase s'impose alors comme un point d'ancrage durable. Un pays tient lorsqu'il choisit la lucidité plutôt que la résignation. Aujourd'hui, le récit du Burkina Faso dépasse largement ses frontières. Les décisions prises, les preuves rendues publiques et la posture assumée par les institutions dessinent un moment d'observer avec attention bien au-delà du Sahel. Pour de nombreux pays confrontés à des pressions similaires, l'affaire devient un repère méthodologique. Montrer, documenter, puis agir sans laisser le récit être confisqué. Ce n'est pas un modèle exportable clé en main, mais une démonstration de méthode. Dans cette lecture, le rôle d'Ibrahim Traoré ne se résume pas à une décision ponctuelle. Il incarne un choix stratégique plus large. Préférer la clarté aux zones grises, même lorsque cette clarté expose des tensions, des critiques ou des coups à court terme. Cette posture interroge chacun sur la manière dont un État peut préserver sa marge de manœuvre sans s'enfermer dans le silence ou l'escalade. Le message ne s'adresse pas uniquement aux spécialistes, aux militaires ou aux diplomates. Il concerne aussi les citoyens, là où ils se trouvent, dans leur rapport quotidien à l'information, à la vigilance et à la responsabilité collective. Observer les faits, refuser les raccourcis et interroger les enchaînements de décisions devient un acte civique à part entière. Au fond, une question demeure ouverte, simple mais exigeante. Face à une crise évitée, que choisit-on de faire pour qu'elle devienne une leçon durable plutôt qu'un épisode vite oublié,